12 avril 1943. Au-dessus du nord de la France, le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, laissant la terre enveloppée d'une brume grise et pâle d'avant l'aube. Les nuages pesaient bas, épais et laineux, drapant les villages, les forêts et les terres agricoles en contrebas, dans une brume qui faisait paraître le monde suspendu entre la nuit et le matin. Le capitaine Robert Bob Johnson ajusta son masque à oxygène, les sangles de cuir craquant doucement, et se pencha plus près de la verrière de son P-40 Sepsé Thunderbolt. En dessous, le vert infini des champs de Normandie s'étendait jusqu'à l'horizon, parsemé de haies, de fermes et de rivières sinueuses occasionnelles. Quelque part, parmi ces paysages tranquilles, des patrouilles allemandes attendaient, leurs fusils et mitrailleuses scintillant faiblement dans la lumière matinale. Ils étaient sur le point de rencontrer une force qu'ils n'avaient pas anticipé, un nouveau type de Weur, un chasseur américain qui allait réécrire les règles de la guerre aérienne. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. L'oberlieutenant Karl Henschel, un pilote de chasse chevronné de 29 ans avec 200 missions de combat à son actif, plissa les yeux vers la formation qui approchait. Il poussa son ailier du coude et chuchota. « Regarde ces bouteilles de lait. Tu vois comme ils montent lentement? Ils n'atteindront jamais notre altitude avant qu'on les démolisse. » 16 pies, 40 sept, peinaient vers le haut, leurs énormes moteurs Pratt et Whitney II 1800 double Wasp, luttant contre le poids de l'appareil, près de 7 tonnes entièrement chargées de munitions, de carburant et du pilote. Pour Henschel, les Thunderbolts avaient l'air absurde fuselage en forme de tonneau, verrières à effet de serre qui semblaient surdimensionnées pour leur châssis, hélices qui éclipsaient tout ce qui existait dans l'inventaire de la Luftwaffe, et des ailes qui paraissaient trop petites pour porter une telle masse. Comparés aux élégants Messerschmitt Bf-109, et aux agiles Focke-Wulf 390 auxquels il était habitué, ces avions américains semblaient maladroits, presque risibles. L'idée que de telles machines puissent représenter une menace sérieuse ne traversa jamais l'esprit des pilotes allemands à ce moment-là. Ils avaient sous-estimé la puissance qui se cachait dans la masse brute, la puissance de feu et l'innovation de conception. Le capitaine Johnson, cependant, ne riait pas. Il avait 26 ans, ancien vétéran de l'Eagle Squadron qui avait piloté des Spitfire au-dessus de la Grande-Bretagne avant de se transférer dans les forces aériennes de l'armée américaine. Il avait vu assez de combats pour savoir que les apparences pouvaient être trompeuses. Il sentait la vibration du moteur EUR-2 1800 à travers la cellule, un pouls régulier qui semblait presque vivant, et il lui faisait implicitement confiance. Les forces du Thunderbolt étaient invisibles de l'extérieur, 8 mitrailleuses Browning de calibre 50, entièrement chargées avec plus de 3400 cartouches de munitions mixtes, chacune capable d'envoyer un tir soutenu sur les avions ennemis. Un moteur radial construit pour endurer des impacts qui auraient détruit n'importe quel autre chasseur, et un turbocompresseur qui permettait à l'avion de fonctionner efficacement à des altitudes supérieures à 30 000 pieds, là où les avions allemands peinaient à performer. Le Thunderbolt n'était pas conçu pour la finesse, pour les virages acrobatiques ou l'élégance du combat aérien. Il était construit pour la destruction, pour la résilience, pour la domination absolue dans le ciel. Aujourd'hui, Johnson allait prouver que la bouteille de lait pouvait écraser les prédateurs de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Alors que les Thunderbolts montaient, le soleil commença lentement à se lever derrière les nuages, projetant une lumière dorée et ténue qui scintillait sur leur fuselage arrondi. Les pilotes allemands, confiants et expérimentés, commencèrent à former des positions d'attaque. Leur plan était simple: intercepter, surpasser en manœuvre, détruire. Mais ils devaient encore tenir compte de la conception tactique du Thunderbolt. Johnson contacta sa formation par radio avec une précision calme. Formation serrée. Frappe et monte. Gardez l'altitude. Concentrez le tir.
Sa voix portait l'autorité de l'expérience, même si son cœur battait la chamade. Le mot « frappe » était plus qu'une instruction, c'était une promesse. Plonger d'en haut avec vitesse, frapper fort, puis remonter en sécurité, utilisant la masse et la puissance de l'avion comme bouclier contre les contre-attaques. La tactique reposait sur la compréhension des forces du Thunderbolt, sans le forcer dans un combat pour lequel il n'était pas conçu. Johnson et ses camarades s'étaient entraînés pour ce moment exact, et maintenant c'était réel. En dessous, la formation allemande descendait, moteur rugissant, hélices coupant l'air matinal comme des couteaux. Les Fous 190 plongèrent en premier, suivis de près par les Bf-109, s'attendant à une victoire facile. Le sourire narquois d'Henschel persistait, bien que ses instincts laissaient entrevoir de l'anticipation. Il avait combattu contre des avions britanniques agiles auparavant et avait apprécié la chasse, le frisson de la supériorité aérienne. Ces pilotes américains, cependant, pilotaient des machines différentes de tout ce qu'il avait affronté. Les Thunderbolts étaient lourdes, oui, mais leur élan les rendait mortels en piqué. Une fois que Johnson mena la première descente, les Allemands réaliseraient rapidement que leur avantage de vitesse ne signifiait rien contre un adversaire qui pouvait atteindre près de 540 miles à l'heure en piqué prononcé, canon flambant. Johnson poussa la manette des gaz en avant et mena la formation dans le piqué. L'air rugit devant le cockpit, alors que le Thunderbolt accélérait, moteur et cellules tremblant sous la force. Le premier Flo 180 disparut directement dans sa ligne de mire. Il visa soigneusement, contrôla son tir. 8 mitrailleuses déchirèrent le fuselage. Un flux continu de destruction. Les balles traçantes cousaient à travers l'aile de l'avion ennemi, enflammant le carburant et déchirant le métal. En quelques secondes, le Fan 90 se disloqua en plein vol, son pilote s'éjectant dans le ciel froid du matin. Le choc se propagea à travers la formation allemande. Le sourire narquois d'Henschel faiblit alors qu'il réalisait que ce n'était pas un chasseur ordinaire. C'étaient des mastodontes, résilients, implacables, létaux. D'autres P-47 suivirent. Le lieutenant Robert Bob Smith, volant à l'arrière, visa un Bf-109 tentant de flanquer la formation. Il tira en rafale courte et précise. Le chasseur ennemi vacilla, de la fumée s'échappant du moteur, avant de spiraler vers le bas. La formation de la Luftwaffe, autrefois confiante et rieuse, vacilla maintenant, confuse par la combinaison de vitesse, de puissance de feu et d'armure que les Thunderbolts déployaient. Contrairement aux Spitfire ou autres chasseurs agiles, ces avions pouvaient encaisser des coups, maintenir le tir et rester en combat longtemps après que d'autres seraient tombés. Ils étaient lourds, oui. Mais ce poids était une arme, chaque livre contribuant à la force destructrice. En milieu de matinée, l'air au-dessus de la Normandie était rempli de traînées de fumée, de débris et de l'odeur âcre du carburant brûlé. La formation de Johnson avait abattu 6 avions ennemis, et seulement 2 Thunderbolts montraient des dégâts mineurs. L'un revint avec plus de 200 impacts de balles, sa verrière fracassée, son fuselage balafré, son moteur toujours en marche. Les pilotes allemands, observant d'en bas, commençaient à comprendre la transformation de leurs suppositions. Ils avaient ri des bouteilles de lait, moqué leur taille et leur forme, sous-estimé la discipline, l'entraînement et l'avantage technologique des Américains. Maintenant, la peur avait commencé à remplacer l'arrogance. Les rapports confirmeraient plus tard que les Thunderbolts n'étaient pas seulement des survivants, ils étaient des prédateurs capables de dicter les termes de l'engagement. Johnson ressentit une montée d'adrénaline, mais maintint sa concentration. Chaque mouvement, chaque ajustement de manette, chaque rafale de tir était calculé. Il contacta son escadron par radio. Maintenez l'altitude. Couvrez-vous mutuellement. Frappe et monte. Souvenez-vous, notre puissance de feu est notre bouclier. Les P-47 ne manœuvraient pas comme des Spitfire dans les combats aériens. Ils créaient leur propre champ de bataille, plongeant et montant et frappant selon leurs propres termes. Les pilotes allemands ne pouvaient pas anticiper leur approche, ne pouvaient pas les surpasser en virage et ne pouvaient pas survivre à la puissance de feu concentrée.
Johnson comprit que cet impact psychologique, la peur de l'inconnu, la terreur de faire face à quelque chose d'apparemment indestructible, était aussi puissant que les canons du Thunderbolt. Dans le combat aérien, la perception pouvait tuer aussi efficacement que les balles. Alors que l'engagement continuait, les avions allemands tentèrent de se regrouper, formant des cercles défensifs, essayant d'attirer les Américains dans des combats tournants. La formation de Johnson ignora la provocation, adhérant à leur entraînement. Ils n'avaient pas besoin de poursuivre. Ils utilisaient leur altitude, leur vitesse et leur puissance de feu pour frapper de manière décisive. Un P-40 Sept descendit de 30 000 pieds, attaqua un Bf-109 par au-dessus, tira une rafale concentrée et regarda le fuselage se désintégrer en plein vol. Le pilote allemand ne le vit jamais venir, n'eut jamais une chance. Chaque victoire renforçait la réputation du Thunderbolt, se propageant à travers les canaux de la Luftwaffe comme une traînée de poudre. À la fin de la matinée, les rapports de renseignement allemands classeraient le P-40 Sept comme l'un des avions alliés les plus dangereux, surpassant les redoutés Spitfire en capacité destructrice brute. Après 1 heure de combat intense, les cieux commencèrent à se dégager. Johnson examina le champ de bataille d'en haut, notant les panaches de fumée des avions détruits et les débris éparpillés à travers la campagne. Sa formation était intacte, témoignage de la discipline, de l'entraînement et de la durabilité de l'avion. Le soleil s'était maintenant complètement levé, projetant la lumière sur les champs ravagés par la guerre en dessous. Johnson réfléchit brièvement au contraste entre le Thunderbolt et les autres chasseurs qu'il avait pilotés. Les Spitfire avaient l'élégance et des manœuvres agiles, mais ils ne pouvaient pas encaisser de punition, ne pouvaient pas délivrer un tir soutenu et ne pouvaient pas plonger avec l'énergie et l'élan d'un P-40 Sept entièrement chargé. Les Allemands avaient appris, parfois trop tard, que les apparences pouvaient être trompeuses. En retournant à leur aérodrome dans le sud de l'Angleterre, Johnson et son escadron reçurent des rapports de pilotes allemands encore secoués par la rencontre. L'oberlieutenant Henschel, qui avait ri à la vue des Thunderbolts, écrivit dans son débriefing « Ces avions, ils sont invincibles. Ils encaissent des coups. Ils frappent sans avertissement, et leurs pilotes ne craignent pas la mort. » Le mot « Thunderbolt » commença à se répandre dans les cercles de la Luftwaffe, chuchoté avec un mélange d'incrédulité et de peur. En moins d'1 an, le P-40 Sept gagnerait une réputation qui dépassait ses spécifications de conception, non seulement pour sa puissance de feu ou sa robustesse, mais pour l'audace, le courage et le génie tactique des hommes qui le pilotaient. Ils étaient un cauchemar devenu réalité. Johnson retira son masque à oxygène, permettant à l'air anglais frais de remplir ses poumons. Il jeta un coup d'œil à l'éclat métallique de son Thunderbolt, sachant qu'il l'avait porté à travers des probabilités impossibles et délivré une dévastation qui avait stupéfié toute une force ennemie. Chaque impact de balle, chaque bosselure dans le fuselage était un témoignage d'endurance, un record de survie, une histoire de courage. Les Allemands avaient autrefois ri de la taille et de la forme de l'avion, mais ils ne riraient plus jamais. Les Thunderbolts étaient arrivés, et ils avaient changé les cieux de l'Europe pour toujours. À 7 heures du matin, les P-40 Sept avaient grimpé à 27 000 pieds, perçant l'épaisse couverture nuageuse dans la lumière du soleil qui scintillait sur leur fuselage arrondi. La brume et le brouillard sous l'avion ne révélaient encore rien aux pilotes, mais au-dessus des nuages, le monde était transformé, le ciel une scène bleu pâle pour un balai mortel. Sous eux, une formation de la Luftwaffe de 12 fois 190 et 8 Bf-109 convergeait sur une colonne de reconnaissance, s'attendant à une victoire facile, leurs pilotes confiants dans l'expérience et le savoir-faire. L'oberlieutenant Karl Henschel, 29 ans et endurci par 200 missions, ajusta ses lunettes de protection et laissa un sourire narquois se répandre sur son visage. « Ces Américains ne survivront jamais », chuchota-t-il à son ailier, une déclaration imprégnée d'arrogance et de l'hubris de la familiarité. Ils avaient volé contre des Spitfire agiles et des chasseurs soviétiques lents, et l'idée que ces bouteilles de lait américaines puissent les défier semblait absurde. Les Thunderbolts massifs, avec leur fuselage en forme de tonneau et leurs verrières à effet de serre, avançaient lourdement comme des trains de marchandises dans le ciel. Leur poids de 7 tonnes, leurs ailes lourdes et leurs larges hélices
étaient destinés à l'endurance, pas à la grâce. Henschel croyait qu'il n'avait qu'à attendre qu'ils se fatiguent, jugent mal leur montée et tombent dans des schémas prévisibles. Le chef de vol de Johnson, le major Donald Dombley, 42 ans, vétéran du combat européen et maître des tactiques aériennes américaines, avait d'autres idées. Sa voix crépita sur la radio avec autorité, tranchante et commandante. « Tenez-vous au plan. Frappez monte. Maintenez l'altitude. Utilisez votre énergie et frappez fort. » Les pilotes américains écoutèrent attentivement, chaque membre du vol faisant confiance à son chef et à l'énorme avion sous eux. Les Thunderbolts avaient été conçus avec une philosophie différente à l'esprit masse, plutôt qu'agilité, vitesse en piqué, puissance de feu concentrée dans 8 mitrailleuses Browning de calibre 50, chargées de 3400 cartouches, et un moteur Pratt Whitney 1800 Double Wasp turbocompressé, capable de maintenir la performance à des altitudes où la Luftwaffe commençait à faiblir. Ces avions n'étaient pas agiles comme les Messerschmitt ou les Focke-Wulf. Ils étaient des monstres, capables de plonger comme des marteaux, convertissant l'énergie potentielle en dévastation cinétique. Aujourd'hui, le plan serait testé. Les Américains commencèrent leur attaque depuis le soleil, aveuglant leurs ennemis avec l'éblouissement se reflétant sur l'aluminium et la peinture. Les piquets des Thunderbolts étaient rapides, contrôlés et précis, transformant leurs faiblesses perçues en avantages létaux. Les pilotes d'Henschel, s'attendant aux attaques lentes et maladroites d'aviateurs inexpérimentés, n'étaient pas préparés aux tactiques d'énergie-altitude. Ils s'étaient entraînés pour des combats aériens à des vitesses similaires, manœuvrant dans des virages serrés, comptant sur l'agilité de leurs avions. Les Thunderbolts, cependant, refusaient de se conformer aux attentes conventionnelles. Leur vitesse de piqué atteignait 540 miles à l'heure, bien au-delà de la capacité de tout chasseur allemand à maintenir un suivi précis. Les P-40 Sept frappaient avec précision. Chaque rafale de balles traçantes, une vague concentrée de destruction. Johnson, 26 ans, gardait les yeux fixés sur un Fuson 90 isolé sous lui. Il poussa la manette des gaz en avant, ajustant son angle de piqué. 8 mitrailleuses éruptèrent simultanément, une grêle continue de balles cousant à travers l'air. Le fuselage du chasseur allemand fut déchiqueté presque instantanément, fumée et flammes jaillissant, alors que l'avion commençait à se désintégrer. Le pilote lutta pour s'éjecter, un parachute se déployant au milieu du chaos et du feu, mais la vue était déchirante. Des ondes de choc se propagèrent à travers la formation de la Luftwaffe. Leurs sourires narquois confiants se transformèrent en incrédulité et panique. Ils avaient moqué les Thunderbolts quelques minutes auparavant, les appelant bouteilles de lait, objets indignes de considération sérieuse. Maintenant, ils assistaient à l'impossible. Des machines lourdes qui pouvaient délivrer la destruction avec précision, absorber les dégâts, toujours dominer l'engagement. Le major Blay manœuvra au-dessus, observant le champ de bataille avec une efficacité calme. Il nota les positions de chaque P-40 Sept, s'assurant que chaque pilote pouvait frapper et se retirer en utilisant l'altitude comme bouclier. La formation américaine travaillait de concert, plongeant, tirant et remontant, chaque attaque un affichage calculé de puissance brute. Les fois 190 d'Henschel tentèrent de se regrouper, leur formation maintenant tendue, défensive et hésitante. Les Bf-109, entraînés pour l'attaque coordonnée, hésitèrent dans la confusion. Les Américains ne poursuivaient pas, ne vacillaient pas et ne se tournaient pas pour faire face aux chasseurs agiles. Au lieu de cela, ils frappaient d'en haut, comptant sur l'énergie, la puissance de feu et la domination psychologique. Les pilotes de la Luftwaffe commencèrent à réaliser que la taille des Thunderbolts, autrefois ridiculisée, était une arme. Chaque piqué délivrait une destruction concentrée, et chaque montée assurait la survie. Le lieutenant Robert Bob Johnson aligna une autre cible, un Bf-109 tentant de flanquer la formation américaine. Il tira en rafales courtes et contrôlées, regardant le fuselage de l'avion se tordre sous l'impact. Les balles traçantes brûlèrent à travers les ailes ennemies, enflammant les réservoirs de carburant, et le chasseur spirala vers le bas, condamné dès la première rafale. Les mains de Johnson étaient stables, chaque mouvement pratiqué, précis. La combinaison des 8 canons, chacun capable de tirer 600 coups par minute, et le point de convergence fixé à 300 yards, créait une zone mortelle. Tout ce qui se trouvait dans cet espace
faisait face à un barrage concentré de balles de calibre 50, capable de déchiqueter à la fois l'avion et le moral. Pendant ce temps, le capitaine Thomas Whittaker, 28 ans et volant à l'arrière de la Leaser formation, couvrait les membres de son escadron, scrutant les menaces. Il observa un autre feu de vaisseau 80, tentant de plonger sous la formation pour attaquer. Whittaker inclina son Thunderbolt, montant légèrement pour se positionner au-dessus de l'ennemi, puis descendit en piqué contrôlé. Le tir de traçante éclata, déchirant les ailes et le fuselage. Le pilote du chasseur allemand n'eut aucune chance. Le P-40 Sept de Whittaker absorba des coups mineurs, le moteur radial et le cockpit blindé repoussant des balles qui auraient détruit n'importe quel autre avion. La force de l'avion devint apparente non seulement dans sa puissance de feu, mais dans sa résilience. L'engagement fit rage pendant 20 minutes. Le ciel au-dessus du nord de la France, une tapisserie de fumée, de feu et de débris tombants. Les pilotes des deux côtés exécutèrent des manœuvres qui testèrent l'endurance, le savoir-faire et le nerf. Johnson et son escadron comptaient sur le travail d'équipe, l'avantage énergétique et les forces inhérentes de leurs avions. Contrairement à la Luftwaffe, qui dépendait de l'agilité et de la coordination, les Américains dictaient le rythme du combat. Ils frappaient où et quand ils choisissaient, forçant les Allemands à réagir, à se retirer et à craindre. Le sourire narquois d'Henschel avait depuis longtemps disparu, remplacé par une concentration sombre et une prise de conscience naissante. Les bouteilles de lait étaient mortelles, inflexibles et terrifiantes. En milieu de matinée, les P-40 Sept avaient abattu 6 chasseurs ennemis, tandis que seuls des dégâts mineurs avaient été infligés à la formation américaine. Un avion revint avec plus de 200 impacts de balles, sa verrière fracassée, son fuselage balafré et son moteur toujours en marche. La vue seule intimiderait n'importe quel pilote. La formation allemande, pendant ce temps, se disloqua, les pilotes luttant pour maintenir la cohésion et le moral. Les rapports confirmeraient plus tard que la rencontre marqua un tournant. La Luftwaffe commença à reconnaître le Thunderbolt comme un adversaire formidable, surpassant même le vénéré Spitfire en capacité destructrice. Les Américains avaient montré que la puissance brute, combinée à l'ingéniosité tactique, pouvait submerger le savoir-faire et l'expérience. Johnson contacta son escadron par radio, sa voix calme mais ferme. Maintenez la formation. Gardez l'avantage d'altitude. Frappe et monte. Notre puissance de feu est notre bouclier. Le message se propagea sur les ondes radio comme un mantra, renforçant les principes qui avaient rendu les Thunderbolts victorieux. Attaquer de manière décisive, frapper d'en haut, et ne jamais permettre à l'ennemi de dicter les termes du combat. Chaque pilote comprit les implications. Ils ne pilotaient pas seulement des machines. Ils étaient des forteresses volantes, capables de délivrer l'annihilation tout en survivant à des assauts qui auraient détruit des avions conventionnels. Alors que la formation américaine commençait à retourner à leur aérodrome dans le sud de l'Angleterre, Johnson regarda l'horizon, observant les restes fumants du combat. Le ciel portait les marques de la destruction, mais les P-40 Sept restaient intacts. Chaque avion, un témoignage d'ingénierie, de résilience et de courage humain. Les Allemands, pendant ce temps, avaient volé dans l'incrédulité, leur confiance brisée, leur rire antérieur remplacé par la terreur. Henschel, racontant plus tard l'engagement, décrirait l'expérience comme confronter une force inconnue, un ennemi dont la force dépassait leur imagination et dont les tactiques défiaient l'attente. À l'aérodrome, les mécaniciens accueillirent les pilotes de retour, évaluant les dégâts mineurs, ravitaillant et préparant pour la prochaine sortie. Johnson retira son masque à oxygène, sentant l'air anglais frais remplir ses poumons, l'adrénaline s'apaisant lentement. Le soleil pendait maintenant plus haut dans le ciel, illuminant les fuselages arrondis des P-40 Sept, leurs hélices scintillant encore, les moteurs cliquetant alors qu'ils refroidissaient. Chaque avion portait les cicatrices du combat. Impacts de balles, bosselures, taches de fumée et la faible odeur de poudre brûlée. Pourtant, chaque avion avait survécu. Preuve que le Thunderbolt était plus qu'un avion, c'était une arme de résilience, de puissance de feu et de terreur psychologique. Les pilotes firent leur débriefing, racontant les rencontres individuelles,
identifiant les avions allemands et comptabilisant les victoires. Le rapport de Johnson nota la leçon clé: ne pas s'engager dans des combats tournants, exploiter l'avantage énergétique, utiliser la concentration de la puissance de feu et maintenir l'altitude. La doctrine tactique de frappe et monte avait prouvé sa valeur. La Luftwaffe, autrefois confiante et moqueuse, approcherait maintenant les futures rencontres avec prudence. L'effet psychologique du Thunderbolt ne pouvait être surestimé. Les pilotes allemands commencèrent à craindre non seulement les canons, mais la présence même de ces machines américaines dans le ciel. À midi, l'aérodrome était vivant d'activité, les mécaniciens réparant et réarmant les avions, les pilotes partageant des histoires et les officiers évaluant les résultats. Johnson réfléchit au combat du matin. La mission avait démontré la philosophie de conception du Thunderbolt: la masse, la puissance de feu et la résilience pouvaient triompher de l'agilité et de l'attente. Ce qui avait semblé encombrant dans l'air était devenu un avantage, et ce qui avait été moqué s'était transformé en terreur. En moins de 3 heures d'engagement, les Américains avaient réécrit les règles du combat aérien dans le nord de la France. Dans les rapports ultérieurs, le haut commandement allemand classerait le Thunderbolt comme une menace significative, ses capacités sous-estimées à tous égards. L'Oberleutnant Henschel, autrefois amusé, avertissait maintenant ses collègues pilotes d'éviter l'engagement direct et de respecter le potentiel destructeur de l'avion. Le P-40, Sept, réalisèrent-ils, n'était plus simplement un chasseur. C'était un précurseur de la force industrielle américaine, de l'innovation tactique et du courage des pilotes. Le terme « bouteille de lait » fut abandonné en faveur de la peur chuchotée et de la reconnaissance d'un nouveau prédateur dans les cieux au-dessus de l'Europe. Johnson, appuyé contre le fuselage de son P-47, leva les yeux. Il savait que les événements du matin n'étaient que le début. Le Thunderbolt était arrivé en force, et sa présence changerait le cours de la guerre aérienne. Le poids, la puissance de feu et la résilience de l'avion, combinés au savoir-faire et au courage de ses pilotes, assuraient que l'ennemi ne pouvait plus compter uniquement sur l'arrogance ou l'expérience. Le ciel au-dessus du nord de la France avait été contesté et conquis, non par la finesse seule, mais par l'application implacable de la puissance, de la stratégie et de la détermination. Le combat au-dessus du nord de la France, le 12 avril 1943, était impitoyable, une tempête chaotique d'acier et de feu. Les P-47, malgré leur armement formidable et leurs moteurs turbo-compressés, étaient lents à virer, encombrant dans les combats aériens horizontaux et vulnérables aux manœuvres allemandes précises. Le lieutenant James O'Malley, 27 ans et volant en arrière-garde, sentit les balles traçantes siffler devant sa verrière, les traînées brillantes illuminant son visage en brefs éclairs effrayants. Son avion trembla violemment alors qu'un obus de 20 mm frôla la queue, des fragments s'enfonçant dans le fuselage et rebondissant sur le métal avec des cliquetis assourdissants. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, son pouls s'accélérant, mais le blindage du cockpit 3/8 de pouce d'acier derrière le pilote, verre par balle d'un demi-pouce et plaque de moteur renforcée tinent bon. O'Malley laissa échapper un rire nerveux, un mélange d'adrénaline et d'incrédulité. Cet avion pourrait survivre à une tempête de tirs de canon, marmonnata-t-il, agrippant les commandes avec une détermination aux jointures blanches. Autour de lui, l'air était vivant de fumée, l'odeur de carburant brûlé et le bourdonnement distant des moteurs allemands. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Les P-47, massifs et imposants, n'étaient pas agiles comme les Spitfire ou les Messerschmitt. Leur poids de 7 tonnes les rendait lourds dans les virages, mais cette masse même, combinée à un moteur radial capable de soutenir une punition extrême, les rendait presque invincibles de manière que leurs adversaires ne pouvaient pas anticiper. Le lieutenant Robert Johnson, 26 ans et volant aux côtés d'O'Malley, nota la résilience de son avion. Un faux 190 avait plongé sur lui, tirant ses canons avec précision. Johnson plongea, accéléra et riposta, regardant les balles traçantes déchirer le chasseur ennemi, enflammant les lignes de carburant.
L'avion allemand spirala vers le bas en flammes, le pilote s'éjectant hâtivement. Johnson ressentit une vague de triomphe, tempérée par la connaissance que la bataille était loin d'être terminée. Autour de lui, d'autres P-40, Sept portaient les cicatrices d'engagement similaires, fuselage bosselé, gouvernail déchiré et verrières striées de fumée, pourtant tous restaient en vol. Chaque avion semblait se moquer des règles conventionnelles de la guerre. Ce qui aurait dû être détruit volait toujours. Au cours des 20 minutes suivantes, les pilotes américains découvrirent le véritable don du P-40 Sept, l'endurance. Des avions qui auraient dû être perdus dans le chaos revinrent de mission, portant des centaines d'impacts de balles, des surfaces de contrôle déchiquetées et des panneaux roussis. Un Thunderbolt, piloté par le lieutenant Thomas Whitaker, 28 ans, atterrit en sécurité avec sa verrière fracassée, l'huile moteur pulvérisée sur le fuselage et 3 de ses 4 longerons structuraux principaux fissurés. Les mécaniciens racontèrent plus tard que le train d'atterrissage trembla sous le poids, mais l'avion tint bon, témoignage de l'ingénierie américaine et de l'innovation en temps de guerre. Whitaker, épuisé et crasseux d'huile, descendit, secouant la tête dans l'incrédulité. « Cet avion est vivant », marmonna-t-il, pointant vers l'avion battu mais intact. Chaque pilote allemand qui avait été témoin de la rencontre recula, l'horreur gravée sur leur visage. Ce n'étaient pas des machines ordinaires à sous-estimer, et leur présence dans le ciel devenait rapidement une arme psychologique. En milieu de matinée, les rapports remontèrent au commandement de la Luftwaffe. Les P-47 n'étaient plus des proies faciles. Leurs pilotes avaient appris à exploiter les forces de l'avion, plongeant avec une accélération inégalée, montant avec une efficacité d'économie d'énergie et utilisant l'altitude comme un avantage inattaquable. Chaque avion pouvait absorber une punition qui aurait détruit n'importe quel chasseur conventionnel, tout en délivrant une puissance de feu concentrée de calibre 50 avec une précision mortelle. Les Spitfire, agiles et rapides, pouvaient surpasser en manœuvre dans des virages serrés, mais il manquait de la durabilité, de la portée et de la pure capacité destructrice du Thunderbolt. La stratégie allemande devait changer, les pilotes ne pouvaient plus compter uniquement sur l'instinct. Chaque engagement nécessitait maintenant du calcul, de la prudence et du respect pour un ennemi qui avait défié toutes les attentes. O'Malley, son mitrailleur arrière signalant de multiples quasi-coups, ressentit une satisfaction sombre. Il avait vu des collègues dans des Spitfire tomber devant la Luftwaffe en quelques secondes, leur fuselage déchiqueté par des tirs concentrés. Les P-40 Sept, en revanche, encourageaient des manœuvres audacieuses, plongeant dans le danger, absorbant la punition et ripostant avec précision. Johnson communiqua sur la radio, sa voix stable malgré le chaos. « Maintenez l'altitude, gardez la formation serrée et n'engagez que selon nos termes. Souvenez-vous, l'énergie et la puissance de feu sont nos boucliers. » Les pilotes obéirent, leurs machines se déplaçant comme une formation de géants d'acier descendant et montant avec synchronisation et objectif mortel. Chaque pilote allemand faisait maintenant face à un dilemme inattendu: attaquer et risquer l'annihilation, ou se retirer et préserver le peu d'avantages qui restaient. La Luftwaffe, tentant de se regrouper, trouva leur formation perturbée. L'Oberleutnant Karl Henschel, 29 ans, expérimenté dans 200 missions et habitué à la domination du champ de bataille, vit les tactiques des Américains en action pour la première fois. Les Thunderbolts ne combattaient pas de manière conventionnelle. Ils exploitaient l'énergie potentielle, plongeant à des vitesses quasi impossibles de 540 miles à l'heure et montant pour regagner l'altitude, leurs moteurs hurlant alors qu'ils déchiraient le ciel. Les pilotes d'Henschel tentèrent de suivre, leur feu 190 et Bf-109 luttant pour égaler la férocité, contrôlée de l'assaut américain. À la fin de l'engagement, plusieurs chasseurs de la Luftwaffe furent détruits, tandis que tous les P-47 restaient en vol, beaucoup portant des cicatrices, mais aucune incapacité. Henschel transmit un avertissement laconique au commandement. « Les Américains ne sont pas ce que nous attendions. Évitez l'engagement direct. » Pendant ce temps, les équipes au sol en Angleterre se préparèrent pour les avions de retour, anticipant des dégâts, mais s'attendant à la survie. L'avion du lieutenant Whitaker toucha le sol avec un grincement, le train d'atterrissage gémissant sous la contrainte. Les mécaniciens évaluèrent immédiatement les dégâts.
Surface de contrôle déchirée, fuselage fissuré, impacts de balles se comptant par centaines. Pourtant le moteur cliqueta en refroidissant, endommagé au-delà du préjudice superficiel. Les observateurs, y compris les officiers supérieurs, s'émerveillèrent de la résilience de Prelenser. L'avion. Les rapports mirent en évidence le blindage du P-47. Acier de 3/8 de pouce derrière le pilote, plaque de moteur renforcée et verre pare-balles d'un demi-pouce, combiné à un moteur radial robuste, donnait au pilote une marge de survie sans précédent. Un seul engagement pouvait détruire un chasseur conventionnel, mais ces avions revenaient, souvent seulement légèrement diminués. Johnson examina son propre avion, notant les marques de grêle le long du fuselage et les éraflures à travers les ailes. Il réfléchit aux implications stratégiques. Bien que les avions ne soient pas agiles, leur endurance permettait aux pilotes de prendre des risques, de frapper de manière décisive et de survivre aux contre-attaques. Le volume pur de balles de calibre 50, concentré dans 8 canons synchronisés, permettait aux Américains de détruire les ennemis rapidement, donnant à leurs propres avions le temps de monter et de se préparer pour les attaques suivantes. La doctrine tactique mettait l'accent sur la conservation de l'énergie, l'avantage d'altitude et l'agression contrôlée. Les pilotes pouvaient plonger avec autorité, sachant que la cellule endurerait, et monter avec confiance, sachant que la puissance de feu les protégeait. Cette combinaison de capacités offensives et défensives était unique en 1943, redéfinissant le combat aérien en Europe. Au cours de l'heure suivante, plusieurs engagements démontrèrent davantage la supériorité du Thunderbolt. L'avion du lieutenant O'Malley subit un coup quasi direct d'un canon de 20 mm, fragmentant une partie de la queue et du bout d'aile. Il serra les dents et continua son attaque sur un Fouesnant 80, tentant de flanquer la formation. Johnson, en formation serrée, déclencha un barrage de tirs de traçante qui déchira le fuselage de l'avion allemand, enflammant le carburant et forçant le pilote à s'éjecter. Un autre P-47, piloté par le lieutenant Henry Clayton, 30 ans, revint avec 3 balles logées dans le carter moteur, des lignes hydrauliques fuyantes et la verrière fracassée. Les mécaniciens confirmèrent plus tard que le moteur radial de l'avion, la cloison blindée et la cellule robuste empêchèrent une défaillance catastrophique. Chaque atterrissage réussi renforça la notion que le Thunderbolt était plus qu'un avion. C'était une machine de survie, une forteresse volante qui pouvait transformer la vulnérabilité en force. En fin de matinée, le ciel portait les conséquences visibles de la bataille. Traînées de fumée des avions abattus, débris éparpillés, flottant paresseusement dans les thermiques et le bourdonnement faible des moteurs ajustant l'altitude. Johnson coordonna le retour de l'escadron à la base, maintenant la formation et assurant la sécurité de chaque pilote. Il observa les P-47 battus, mais intacts, chaque avion un témoignage d'ingénierie, de résilience et de courage. La Luftwaffe, pendant ce temps, avait été forcée de réévaluer ses tactiques. Les commandants soulignèrent la prudence, reconnaissant que la sagesse conventionnelle ne pouvait plus garantir la victoire. La durabilité du Thunderbolt, combinée au savoir-faire des pilotes américains, avait créé un avantage psychologique ainsi que physique. Lors du débriefing, les officiers et les pilotes racontèrent la séquence des événements avec un détail méticuleux. Chaque rencontre fut analysée, des leçons tirées et des raffinements tactiques notés. Johnson souligna l'altitude, l'énergie et la concentration de la puissance de feu comme les 3 piliers de l'efficacité du Thunderbolt. O'Malley nota l'impact psychologique sur les pilotes allemands. Beaucoup hésitèrent ou se retirèrent entièrement lorsqu'ils furent confrontés à un P-47, incertains des limites de l'avion ou du savoir-faire du pilote. Les rapports mirent en évidence des dizaines d'avions de la Luftwaffe endommagés et l'absence de toute perte catastrophique parmi les Américains. La leçon était claire. Le Thunderbolt avait changé les règles de l'engagement, forçant l'ennemi à respecter les forces de l'avion et à anticiper les tactiques américaines. Les mécaniciens travaillèrent sans relâche pour réparer et ravitailler les avions pour la prochaine sortie. Les panneaux d'ailes furent rapiécés, les surfaces de contrôle renforcées et les moteurs inspectés pour tout signe de stress ou de fatigue. Les pilotes nettoyèrent l'huile et la suie des cockpits, vérifièrent l'instrumentation
et passèrent en revue les rapports de mission. Le tempo opérationnel était implacable, mais le moral parmi les équipages était élevé, stimulé par le succès et la connaissance que leurs avions pouvaient endurer ce que d'autres ne pouvaient pas. Chaque réparation et ravitaillement renforça la réputation du P-40, Sept comme instrument de guerre robuste et fiable. Dans l'après-midi, la pleine étendue de l'engagement du matin était évidente. Les P-47 avaient volé plusieurs sorties, absorbé des tirs lourds et infligé des pertes substantielles à la Luftwaffe, tout en ne subissant que des dégâts superficiels. Johnson, réfléchissant à l'engagement, reconnut une vérité centrale. La victoire dans l'air ne venait pas toujours de l'agilité ou de la vitesse seule. L'endurance, la puissance de feu, l'ingéniosité tactique et la capacité de résister à la punition étaient tout aussi importantes. Le Thunderbolt incarnait toutes ces qualités, donnant à ses pilotes un avantage unique sur leurs adversaires. O'Malley et Johnson, avec le reste de leur escadron, se tenaient sur le tarmac, observant les avions battus alors qu'ils étaient ravitaillés et réparés. L'expérience de survivre à des tirs ennemis concentrés, de revenir avec des dégâts qui auraient cloué au sol n'importe quel chasseur conventionnel, insuffla une confiance tranquille. Les P-47 étaient plus que des machines, ils étaient des partenaires de survie, capables de transformer le danger en opportunité. Chaque pilote comprit que bien que le combat aérien soit mortel et imprévisible, leur avion avait incliné les probabilités en leur faveur. À la fin de la journée, les rapports au commandement soulignèrent l'impact transformateur des P-47. Les pilotes de la Luftwaffe étaient maintenant conseillés d'éviter la confrontation directe chaque fois que possible. Les commandants allemands furent forcés de réévaluer les stratégies d'engagement, reconnaissant que même les pilotes expérimentés faisaient face à des défis sans précédent contre des avions qui pouvaient endurer des tirs concentrés et revenir avec une capacité opérationnelle intacte. L'effet psychologique de cette connaissance se répercuterait à travers les missions futures, influençant les tactiques, le moral et la conduite des engagements aériens à travers le nord de la France. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, Johnson et O'Malley regardèrent vers le ciel. Les P-47, balafrés mais inébranlables, reposaient en lignes ordonnées sur le tarmac, témoignage d'ingénierie, de résilience et de courage humain. Les batailles du matin avaient démontré que l'endurance, combinée à une puissance de feu concentrée et à l'innovation tactique, pouvait redéfinir le combat aérien. Le Thunderbolt, autrefois moqué pour sa masse et sa lourdeur apparente, avait gagné respect, peur et admiration en parts égales. Dans les cieux du nord de la France en 1943, les P-47 s'étaient révélés indomptables. Le véritable test des capacités du P-47 Thunderbolt vint en juin 1943 au-dessus des cieux de l'Azo, en France, où la puissance aérienne américaine affronterait de manière décisive la Luftwaffe. Le capitaine Robert Bob Johnson, 26 ans, mena une formation de 48 P-47, escortant un escadron de 30 B-17 Flying Fortress, lors d'une mission à haute altitude qui définirait la réputation du Thunderbolt. Le petit matin était vif, le soleil se levant lentement, projetant de longues traînées dorées à travers la mosaïque de champs en dessous. Les nuages s'attardaient en couches basses et fracturées, offrant des cachettes à l'ennemi, et le renseignement allemand avait soigneusement planifié une interception. 16 Fu-190 chevronnés, pilotés par des vétérans du front de l'Est, foncèrent vers la formation américaine depuis le soleil, leur silhouette tranchant à travers l'horizon. Leur plan était simple. Compter sur la vitesse, la précision et la fragilité présumée des Thunderbolts, pour décimer la formation de bombardiers avant qu'elle ne puisse atteindre sa cible. Ils croyaient que les lourds P-47, alourdis par le blindage et 8 mitrailleuses de calibre 50, ne pouvaient pas résister à des attaques soutenues et ciblées. L'escadron de Johnson, cependant, était préparé. Des mois de combat avaient affûté leur compréhension des forces et des limites de l'avion. La masse des Thunderbolts, autrefois ridiculisée comme maladroite et lente, était devenue un outil de stratégie. Les pilotes savaient exactement quand plonger, comment convertir l'énergie potentielle en avantage cinétique, et quand monter pour regagner l'altitude pour la prochaine frappe. Alors que les chasseurs allemands se rapprochaient, Johnson donna des instructions précises sur la radio,
sa voix calme mais autoritaire. Maintenez la formation, frappe et monte, conservez l'énergie. Protégez les bombardiers et frappez fort quand l'angle est bon. Souvenez-vous, la patience et la puissance de feu gagneront ce jour. Ces mots résonnèrent à travers la formation, un mélange de réassurance et de clarté tactique. Chaque pilote comprit les enjeux. L'échec pourrait signifier la perte de plusieurs B-17, la destruction de leur escadron et d'innombrables vies américaines. Le premier piqué commença à précisément 800 heures. Les Thunderbolts, chacun pesant 7 tonnes entièrement chargées, descendirent comme des météores, moteurs hurlants et canons flambants. Les Fu-190, s'attendant à des proies fragiles, n'étaient pas préparés pour la férocité et la coordination de l'assaut américain. Les balles traçantes coupèrent le ciel matinal, des traînées de feu illuminant le chaos. Johnson se concentra sur un Fu-190 isolé, tentant de flanquer un B-17. Il pressa la gâchette en rafales courtes et contrôlées, les 8 mitrailleuses de calibre 50 crachant le feu. En quelques instants, l'avion allemand éclata en flammes, le fuselage se déchirant alors que le pilote luttait pour s'éjecter. Fumée et débris pleuvaient à travers la formation, surprenant d'autres pilotes ennemis qui avaient compté sur la précision et l'intimidation. Un autre Fu-190, pris dans un tir croisé de 3 P-47, se disloqua en plein vol. Une spirale de métal tordu et de feu marquant la position de sa disparition. Le rugissement tonitruant des moteurs, le crépitement des tirs et les cris sur les canaux radio fusionnèrent en une symphonie de chaos contrôlé, une où les Thunderbolts n'étaient plus perçus comme encombrants. Ils étaient implacables, instruments de destruction affinés à la perfection. Alors que la bataille se déroulait, l'oberlieutenant Karl Henschel, 29 ans et vétéran de plus de 200 sorties, assista à la transformation inattendue de première main. Quelques mois plus tôt, il avait ri des soi-disant bouteilles de lait du corps aérien américain, rejetant leur masse et leur lenteur, perçues. Maintenant, alors que les balles traçantes déchiraient le ciel et que sa formation se fragmentait sous des attaques coordonnées, la stupéfaction prit le pas sur l'arrogance. Henschel transmit au commandement, sa voix teintée d'incrédulité et de peur. « Ils sont invincibles ?» Ces mots, presque inaudibles par-dessus le rugissement des moteurs, reflétaient un changement fondamental dans la guerre aérienne au-dessus de l'Europe occidentale. Les P-47 avaient prouvé que leur combinaison de blindage, de puissance de feu et de vitesse pouvait dominer une rencontre, même contre des vétérans chevronnés de la Luftwaffe. La formation américaine continua sa destruction méthodique de l'ennemi. Chaque Thunderbolt exécuta des manœuvres de piqué et montée, exploitant les moteurs turbocompressés pour atteindre des vitesses de plus de 540 miles à l'heure en piqué, dépassant de loin la capacité des chasseurs allemands à suivre. Efficacement. Ils descendirent sur des Fu-190 isolés avec une précision mortelle, puis montèrent, conservant l'énergie nécessaire pour les attaques suivantes. La formation de B-17, autrefois une cible vulnérable, se déplaçait maintenant avec confiance dans l'enveloppe protectrice des Thunderbolts, leurs mitrailleurs tirant par intermittence mais efficacement, encouragés par la couverture fournie par les chasseurs américains. Le leadership de Johnson, combiné à des mois d'entraînement au combat rigoureux, permit à chaque pilote de maximiser les forces du Thunderbolt tout en minimisant l'exposition aux tirs ennemis. L'efficacité des manœuvres choqua même les observateurs de la Luftwaffe les plus expérimentés. En milieu de matinée, les cieux au-dessus de l'Azo étaient jonchés des restes d'avions allemands. Des épaves spiralaient vers le bas, des panaches de fumée noire marquant les positions de victoire, tandis que les Thunderbolts émergeaient largement intacts, ne portant que des dégâts superficiels mineurs provenant de tirs lointains. Le lieutenant James O'Malley, 27 ans, revint d'un piqué avec un fuselage bosselé et une verrière rayée, son moteur tournant sans problème, prêt pour un autre engagement si nécessaire. Son expérience, lors des sorties précédentes, lui avait enseigné la valeur de l'endurance du P-47. Il réfléchit brièvement au contraste entre son avion et les chasseurs fragiles qu'il avait rencontrés dans les missions précédentes. Le Thunderbolt n'était pas seulement capable de délivrer la destruction, mais était presque un bouclier pour ses pilotes, capable de résister à un barrage qui aurait détruit des avions moindres. L'ampleur de la destruction infligée à la Luftwaffe força une reconsidération tactique.
Les pilotes allemands qui survécurent à la rencontre se retirèrent, beaucoup désorientés par la puissance de feu écrasante et la coordination des Thunderbolts. Les inquiétudes antérieures de l'Oberleutnant Henschel se répandirent rapidement à travers sa formation. Les rapports de renseignement enregistrèrent plus tard que les commandants de l'air allemand furent forcés de classer le P-47 comme le chasseur américain le plus redouté en Europe occidentale au milieu de 1943. Son potentiel destructeur brut, combiné à la durabilité et à l'ingéniosité tactique de ses pilotes, créa un déséquilibre dans les cieux, un qui ne pouvait être ignoré. La réputation du Thunderbolt, autrefois sous-estimée, inspirait maintenant à la fois la peur et le respect. Alors que les B-17 continuaient leur bombardement, protégés par les chasseurs américains implacables, Johnson et son escadron maintenaient l'altitude et la conscience situationnelle. Ils alternaient les positions, permettant à chaque pilote de se reposer brièvement, pendant que d'autres couvraient la formation. La communication sur les canaux radio restait constante. Avertissements d'avions ennemis, coordonnées pour le ciblage et mises à jour sur le statut de l'escadron étaient partagées avec précision. Cette coordination disciplinée reflétait un entraînement approfondi et une confiance parmi les pilotes, une cohésion que les formations allemandes avaient du mal à perturber. Même lorsqu'ils furent confrontés à des attaques dispersées de fois 190 isolés tentant de se regrouper, les P-47 neutralisèrent les menaces efficacement et leurs piquets et montées exécutées avec une précision et un timing de manuel. Au moment où les bombardiers avaient largué leur chargement et commencé le retour à la base, l'engagement était décisivement en faveur des Américains. Les rapports indiquèrent que 6 chasseurs allemands avaient été détruits, 2 autres endommagés au-delà de toute réparation, et seulement quelques-uns avaient échappé. Et à la rencontre, les P-47, bien que portant des dégâts mineurs, ne subirent aucune perte catastrophique. Ce résultat valida des mois d'entraînement, la sagesse de la tactique frappe et monte, et les avantages de conception unique de l'avion. Le lieutenant Thomas Whitaker, 28 ans, réfléchit à la rencontre en se préparant à atterrir. La combinaison de puissance de feu, de blindage et de vitesse n'avait pas seulement permis de le protéger, mais lui avait permis de dominer le ciel, réécrivant la compréhension conventionnelle du combat aérien. Les équipes au sol aux aérodromes américains se préparèrent pour le retour des Thunderbolts, anticipant des réparations mineures mais reconnaissant que la performance de l'avion avait dépassé les attentes. Les moteurs furent inspectés, le blindage vérifié pour les points d'impact et les surfaces de contrôle alignées. Les pilotes firent leur débriefing méticuleusement, partageant les expériences, racontant les manœuvres et identifiant les domaines de raffinement. Johnson souligna l'efficacité du contrôle de l'altitude, de la gestion de l'énergie et de la puissance de feu, concentrés comme les 3 piliers du succès continu. O'Malley nota l'impact psychologique sur l'ennemi. L'hésitation, la peur et la désorientation étaient maintenant des réponses courantes lors de la rencontre des Thunderbolts. L'avion était devenu non seulement un outil tactique, mais une arme stratégique, influençant le moral et le comportement des pilotes adverses. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, la signification de la mission devint claire. Le Thunderbolt avait démontré que la force brute, combinée à la précision tactique et à la discipline des pilotes, pouvait renverser le cours du combat aérien. Les suppositions précédentes sur l'agilité, la vitesse et le combat aérien conventionnel ne tenaient plus. Un seul escadron bien coordonné, de P-47, pouvait protéger les bombardiers, infliger des pertes dévastatrices à des pilotes ennemis expérimentés, et survivre à ce qui aurait été des rencontres fatales pour d'autres avions. Les leçons apprises lors de l'engagement de l'ASO informaient les missions futures, établissant un modèle pour la stratégie aérienne américaine en Europe occidentale. Johnson se tenait sur le tarmac, observant son escadron revenir. Les avions étaient balafrés, portant les marques du combat. Pourtant chacun avait enduré et survécu. Les pilotes débarquèrent, visages striés de suie, yeux brillants d'adrénaline, pourtant tous portaient un sens tacite d'accomplissement. Le Thunderbolt n'avait pas seulement prouvé sa valeur dans le ciel, mais avait cimenté sa réputation parmi ses pilotes, mécaniciens et commandements. Les lourdes bouteilles de lait étaient maintenant des symboles d'invincibilité,
une force qui redéfinissait les frontières de la puissance aérienne. Henschel, dans les rapports, déposés plus tard, admit l'impact inattendu de la rencontre. Le renseignement allemand commença à émettre de nouvelles directives pour atténuer les pertes contre les P-47, instruisant les pilotes d'éviter la confrontation directe chaque fois que possible. L'avantage psychologique gagné par les Américains était aussi significatif que la destruction physique infligée. Les P-47, autrefois sous-estimés et moqués, avaient émergé comme dominants, résilients et redoutables. Johnson réfléchit à l'évolution de l'avion, de la faiblesse perçue à l'efficacité inégalée. Ce n'était pas simplement l'ingénierie qui avait produit ces résultats, mais aussi le courage, la discipline et une compréhension de l'avantage tactique dans chaque engagement. Dans la soirée, alors que le soleil plongeait derrière l'horizon, les Thunderbolts furent ravitaillés, réparés et préparés pour la prochaine mission. Les pilotes se rassemblèrent brièvement, passant en revue les stratégies, partageant les observations et se préparant pour d'autres engagements. La bataille au-dessus de l'Azo serait mémorisée comme un tournant, une démonstration claire que la combinaison de vitesse, de blindage, de puissance de feu et d'ingéniosité tactique pouvait façonner de manière décisive le résultat du combat aérien. Les P-47, autrefois moqués, avaient renversé la marée, démontrant que la puissance brute, la précision et l'endurance pouvaient triompher des attentes conventionnelles. La mission renforça un principe fondamental. En guerre, l'adaptabilité et le courage d'exploiter les forces inhérentes étaient aussi critiques que les nombres ou l'expérience. Les Thunderbolts, avec leur combinaison inégalée de puissance de feu et de résilience, n'avaient pas seulement protégé les bombardiers, mais avaient brisé le mythe d'invincibilité entourant la Luftwaffe. Les cieux au-dessus de la France en 1943 avaient été témoins d'une transformation dans la guerre aérienne définie par l'excellence d'ingénierie, l'innovation tactique et la détermination inébranlable des pilotes américains. La légende du P-47 Thunderbolt était maintenant fermement établie. Au début de 1944, les P-47 Thunderbolts étaient devenus un symbole de la domination aérienne alliée au-dessus de la France. Des cieux au-dessus de la Normandie aux fronts avançant vers le Rhin, ces avions escortaient les bombardiers, mitraillaient les trains et décimaient les formations de la Luftwaffe avec une précision implacable. Le capitaine Robert Bob Johnson, maintenant un as chevronné de 27 ans, réfléchit à ce qui rendait vraiment le Thunderbolt exceptionnel lors d'un débriefing post-mission. Ce n'était pas seulement les canons ou le moteur, expliqua-t-il, sa voix stable et réfléchie. C'était l'état d'esprit. Les pilotes qui faisaient, pour confiance à l'avion, qui exploitaient ses forces plutôt que de lutter contre ses faiblesses. Nous n'avions pas besoin de surpasser les Allemands en virage. Nous devions les surpasser en endurance, frapper de manière décisive et disparaître avant qu'ils ne puissent répondre. Les mots de Johnson capturèrent la philosophie qui avait transformé ces avions lourds en instruments de guerre létaux. La peur de la Luftwaffe n'était pas irrationnelle. Des raids de bombardiers entiers avaient été perturbés, des renforts retardés et des lignes d'approvisionnement vitales brisées. Les rapports de renseignement confirmèrent que les pilotes allemands étaient prudents, méfiants et souvent réticents à s'engager, sachant que chaque rencontre comportait un risque extrême. La supériorité aérienne des Alliés pendant la campagne de Normandie et plus tard la poussée en Allemagne ne reposait pas sur une manœuvrabilité élégante, mais sur l'endurance, la discipline et le potentiel destructeur brut des P-47. Au moment où le jour J arriva, chaque pilote allemand au-dessus du nord de la France comprit que faire face à un Thunderbolt n'était plus une question de chance, c'était un pari potentiellement fatal. Les cieux avaient changé pour toujours, et le P-47 avait cimenté sa place comme le redoutable gardien de la puissance aérienne alliée. Des années plus tard, en 1965, le capitaine Robert Bob Johnson retourna dans les cieux au-dessus de la Normandie, maintenant calme et paisible. Les aérodromes où il avait effectué d'innombrables missions avaient disparu, remplacés par des terres agricoles vallonnées et de petits villages qui ne portaient aucune cicatrice visible des batailles menées au-dessus. Il marcha lentement vers une modeste plaque commémorative, sa surface de bronze captant la lumière du matin. L'inscription disait « Ô équipage du P-47, qui se sont battus non, avec la vitesse seule,
mais avec courage, résilience et tonnerre dans le ciel. Johnson traça les lettres avec un doigt usé, un faible sourire traversant son visage. Les Spitfire avaient leur élégance, leur ligne gracieuse et leur maniabilité agile. Mais c'étaient les Thunderbolts qui avaient porté le fardeau de la guerre. Leurs moteurs radio avaient rugi à travers des nuages de flaques, leurs 8 mitrailleuses de calibre 50 avaient délivré la mort avec une précision implacable et leur châssis massif avait absorbé une punition qu'aucun autre avion ne pouvait supporter. Les hommes qui avaient autrefois moqué leur masse s'en souvenaient maintenant avec peur et respect. Le regard de Johnson dériva vers le haut, imaginant le rugissement familier, le tremblement du cockpit sous des tirs concentrés, le piquet dans les formations ennemies et l'éclair soudain de balles traçantes à travers un ciel gris. Le champ de bataille au-dessus était maintenant serein, peint en bleu doux et blanc, mais pour ceux qui avaient volé avec eux, la légende du Thunderbolt perdurait. Le courage, le sacrifice et l'esprit indomptable de ses équipages étaient devenus immortels. Dans ce moment tranquille, Johnson comprit que bien que les canons soient silencieux et les moteurs immobiles, les fantômes des pilotes de Thunderbolt planaient à jamais au-dessus de la Normandie, inoubliés et invaincus. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.